Papa, sais-tu pourquoi l'armée me paie? J'ai regardé mon père droit dans les yeux et, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu reculer devant moi au lieu de s'avancer vers moi. La salle à manger était devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge que Lydie gardait polie comme un trophée. Ma fourchette était encore dans ma main. Ma voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Dis à ta femme d'arrêter de compter mon argent. Elle n'a pas droit au moindre dollar. Si elle dépasse de nouveau cette limite, je ne serai plus poli. Est-ce que tu comprends? Le visage de mon père a pris la couleur d'un vieux papier. 3 heures plus tôt, j'avais franchi cette même porte d'entrée avec mon sac de paquetage sentant encore le tarmac, reconnaissante pour un repas chaud qui ne venait pas d'un mess. Je n'avais pas vu mon père depuis 4 mois. Je n'avais pas vu cette maison, sa maison, la maison de Lydie, depuis près d'1 an. Je me suis dit que j'étais fatigué, que la fatigue dans mes épaules n'était que le voyage, pas de l'appréhension. Je me suis trompé sur ce point, comme je me suis trompé sur très peu de choses dans ma carrière. Lydie m'a accueilli à la porte avec un câlin qui a duré juste le temps nécessaire pour la photo qu'elle ne prenait pas. Julie, regarde-toi. Si mince. On ne vous nourrit pas, vous autres? J'ai laissé passer. Je laisse toujours passer les petites choses. C'est une compétence que l'armée vous enseigne, que vous le vouliez ou non. Vous apprenez à conserver votre énergie pour les combats qui comptent. Le dîner a commencé assez normalement. Rôti de bœuf, les belles assiettes, mon père demandant des nouvelles de mon déploiement de cette manière prudente qu'il a, comme s'il craignait que les vraies questions ne brisent quelque chose. Michel était plus silencieux que d'habitude, picorant sa nourriture, ne me regardant pas vraiment dans les yeux. J'ai remarqué ça. Je remarque les choses. Ça fait partie du métier. C'est Lydie qui a fait basculer la soirée. Alors, Julie, dit-elle, en remplissant mon verre d'eau sans qu'on le lui demande, tu touches toujours cette allocation logement? BAH, c'est comme ça que ça s'appelle? Je lui ai dit que oui, en gardant ma réponse courte. Elle a hoché la tête comme si elle classait une information. Et combien gagnent les officiers après toutes ces années? Tu dois avoir un joli compte d'épargne maintenant. Je lui ai dit que ce n'était pas vraiment un sujet de conversation pour le dîner. Elle a ri légèrement, comme si j'avais fait une blague au lieu de poser une limite. Puis elle a pivoté vers Michel, comme l'eau trouve le point le plus bas dans une pièce. Michel a travaillé si dur sur son plan d'affaires, dit-elle. Et la mâchoire de mon frère s'est crispée d'une manière qui me disait qu'il ne lui avait pas demandé d'aborder le sujet. L'atelier de detailing. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Tu as les moyens d'aider ton frère, Julie. J'ai posé ma fourchette. Je ne savais pas que c'était le but de la soirée. Il n'y a pas de but, dit Lydie trop rapidement. Je dis juste que la famille est de la famille. Pourquoi es-tu si intéressé par mon argent, lui ai-je demandé directement. Pas encore de colère dans ma voix. Juste une question, du genre que je poserais dans une salle de briefing quand un chiffre ne colle pas. Le sourire de Lydie a vacillé, puis s'est remis en place, aussi lisse qu'une réplique répétée. Je ne suis pas intéressé par ton argent. Je suis intéressé par le fait que cette famille reste unie. Mais alors même qu'elle le disait, elle a mentionné un chiffre, un montant approximatif qui était inconfortablement proche de ce que j'avais réellement en épargne. Pas une supposition. Un chiffre que quelqu'un ne connaîtrait que s'il avait cherché, ou demandé, ou les deux. Je me suis tourné vers mon père, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. Au lieu de cela, il a posé sa serviette et a dit de la voix la plus douce imaginable, la voix qu'il utilisait quand j'avais 8 ans et que je m'écorchais le genou, Lydie essaie juste d'aider Michel, chérie. C'est tout. C'était le moment. Pas les questions de Lydie, pas le chiffre qu'elle n'aurait pas dû connaître. Mon père choisissant la voie de la moindre résistance, comme il l'avait toujours fait depuis que Lydie était entrée dans nos vies. Choisissant la paix plutôt que moi. Quelque chose dans ma poitrine est devenu très calme, comme cela se produit juste avant qu'une décision ne soit prise et ne puisse être annulée. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai passé 13 ans à apprendre que le volume n'est pas synonyme d'autorité. J'ai regardé mon père, pas Lydie, parce que c'était lui qui avait le plus besoin de l'entendre. Papa, sais-tu pourquoi l'armée me paie? Il a cligné des yeux, confus par la question, comme le sont les gens quand on leur demande quelque chose dont ils pensent déjà connaître la réponse. Elle me paie parce que je suis présente, parce que je fais le travail que personne ne veut faire,
et je le fais bien, toute seule, sans demander un sou à personne. Cet argent est à moi. Il n'a jamais été un fonds familial. Il n'a jamais été une ressource dans laquelle quiconque pouvait puiser sans demander. J'ai laissé cela s'installer avant de finir. Dis à ta femme d'arrêter de compter mon argent. Elle n'a pas droit au moindre dollar. Si elle dépasse de nouveau cette limite, je ne serai plus poli. Est-ce que tu comprends? Mon père a blêmi. La bouche de Lydie s'est ouverte, puis s'est refermée. Michel fixait son assiette comme si elle contenait la réponse à une question qu'il avait trop peur de poser à voix haute. Je me suis excusé avant que quiconque ne puisse parler, je suis monté à la chambre d'amis qui était autrefois la mienne avant que Lydie ne la redécore en quelque chose qui ressemblait à une suite d'hôtel, et je me suis assise sur le bord du lit, mon téléphone à la main. Mon cœur toujours calme, mon esprit déjà 3 coups d'avance. C'est à ce moment-là que le courriel de ma banque est arrivé. Une demande avait été soumise cet après-midi même pour une vérification des informations de mon compte. Je n'avais pas fait cette demande. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer au fond de mon estomac. Pas de la peur, pas encore. Quelque chose de plus proche de la certitude. Cela n'allait pas être une conversation d'un soir. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, non pas parce que j'avais peur. La peur n'a jamais été ce qui me tient éveillé, mais parce que mon esprit fonctionne comme une liste de contrôle quand quelque chose ne colle pas, et ce courriel était dans ma boîte de réception comme un élément non résolu que je ne pouvais pas clôturer. À 6 heures du matin, j'avais déjà appelé le service de lutte contre la fraude de la banque depuis la véranda, le café refroidissant à côté de moi, tandis que le soleil se levait sur les manucurés de Lydie. Le représentant m'a tout expliqué soigneusement. Aucun argent n'avait été retiré. Aucun compte n'avait été compromis. Mais quelqu'un avait soumis une demande d'information, le genre d'étape préliminaire que l'on prendrait si l'on essayait de comprendre ce que contenait un compte avant de décider quoi en faire. Rien d'illégal en soi. Rien qui ne tiendrait comme un vol. Juste un type de curiosité très spécifique. Et j'avais déjà une bonne idée de qui était cette curiosité. J'ai trouvé mon père dans la cuisine 1 heure plus tard, seul, ce qui était rare dans cette maison. Lydie aimait orchestrer les matins comme elle orchestrait tout le reste, mais ce jour-là, elle était encore à l'étage, et j'ai saisi l'occasion. « Papa, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi sur quelque chose. » Il a levé les yeux de son café et je l'ai vu immédiatement, le tressaillement d'un homme qui savait déjà ce qui allait arriver et qui le redoutait depuis la veille au soir. « Julie, est-ce que Lydie t'a posé des questions sur mes finances, mon salaire, mes économies, quelque chose comme ça ?» Il est resté silencieux assez longtemps pour que j'aie ma réponse avant qu'il ne la donne. Puis il a soupiré, le genre de soupir qui porte le poids de moi, peut-être d'années de petits compromis. Elle a posé des questions sur ton grade, sur ce que tu aurais pu économiser jusqu'à maintenant, si tu étais propriétaire de ta maison. Il s'est frotté la tempe. Elle a dit qu'elle essayait juste de comprendre ce que tu pouvais te permettre au cas où Michel aurait un jour besoin d'aide. Ce ne sont pas ses affaires, papa, j'ai gardé ma voix égale, bien que cela m'ait coûté quelque chose de le faire, et ce n'est certainement pas à toi de les lui donner. Elle n'essaie de faire de mal à personne, Julie. Elle s'inquiète juste pour Michel. Il n'est pas aussi stable que toi. Je voulais lui dire que l'inquiétude ne nécessite pas un solde bancaire, que le souci d'une mère pour son fils n'avait pas besoin de mes numéros de compte pour fonctionner. Mais j'ai laissé tomber parce que discuter avec mon père des intentions de Lydie n'avait jamais une seule fois changé son avis, et je n'allais pas gaspiller la matinée à essayer. Lydie m'a appelé elle-même vers 10 heures alors que je chargeais mon sac dans la voiture de location, prévoyant un départ anticipé pour lequel je ne me sentais plus coupable. Sa voix était chaleureuse de cette manière particulière qui me donnait toujours la chair de poule. La chaleur comme un outil, pas comme un sentiment. Julie, chérie, je crois qu'il y a eu un malentendu. C'est comme ça qu'on appelle ça? Je ne ferai jamais rien pour blesser cette famille. La famille est de la famille. C'est tout ce en quoi j'ai toujours cru. Est-ce que la famille fouille aussi dans les finances des autres sans demander? J'ai dit cela simplement. Sans chaleur derrière. Juste la question posée là, en plein air entre nous. Il y a eu une pause sur la ligne juste assez longue pour me dire que j'avais touché un point sensible. Je pense que tu surréagis, dit-elle finalement. Et la chaleur s'était effilochée sur les bords. J'ai raccroché sans être d'accord ou en désaccord parce que je ne la connaissais pas non plus. Michel a appelé 1 heure après, et sa voix n'avait rien du vernis de sa mère.
Il semblait fatigué, peut-être un peu embarrassé, comme le sont les gens quand on les a envoyés faire quelque chose pour lequel ils ne s'étaient pas vraiment portés volontaires. « Maman dit que tu refuses de m'aider, dit-il, sans salutation, droit au but. Est-ce que tu m'as demandé de l'argent, Michel ?» Silence à l'autre bout. Un vrai silence, pas le genre calculé dans lequel Lydie se spécialisait. « Pas exactement, Julie. Je veux dire, elle a dit que tu avais offert. » Je n'ai jamais rien offert. Je ne savais même pas ce dont tu avais besoin avant hier soir au dîner devant tout le monde. J'ai gardé mon ton égal parce que rien de tout cela n'était la faute de Michel, pas vraiment. Il avait 27 ans, essayait de construire quelque chose par lui-même, et on lui avait raconté une histoire sur sa sœur qui n'était pas vraie. Et il l'avait cru parce que c'était plus facile que de remettre en question sa propre mère. Elle m'a dit que tu en avais beaucoup, dit-il doucement, que tu voudrais aider. Je voudrais connaître la vérité avant de décider quoi que ce soit, je lui ai dit. De quoi as-tu vraiment besoin, Michel, de toi, pas d'elle? Il a hésité, et dans cette hésitation, j'ai entendu quelque chose qui me disait que c'était plus gros qu'un petit prêt d'entreprise. Ce ne sont pas seulement les frais de démarrage, a-t-il finalement admis. J'ai des dettes, plus que je n'aurais probablement dû en contracter. L'atelier était censé m'aider à m'en sortir, mais les chiffres ne cessent de changer. Combien? Il m'a donné un chiffre, et ce n'était pas petit. C'était le genre de chiffre qui expliquait beaucoup de choses sur pourquoi Lydie était soudainement devenue si intéressée par mes finances, et pourquoi, juste un petit coup de pouce, n'avait jamais vraiment signifié un petit coup de pouce du tout. Je suis resté assise dans cette voiture de location un long moment après que nous ayons raccroché, les clés à la main, le moteur toujours éteint, retournant cela dans mon esprit. Lydie n'avait pas pêché de la petite monnaie. Elle avait préparé quelque chose avec un prix beaucoup plus élevé, et elle avait préparé le terrain avec mon père, avec Michel, avec quiconque pourrait lui faciliter la tâche pour y arriver. J'ai démarré le moteur, mais je ne suis pas parti, pas encore. Je suis resté assise là à penser à la forme de ce qui allait arriver, et pour la première fois depuis que j'avais franchi cette porte d'entrée la veille au soir, je me suis permis d'admettre que cela n'allait pas se terminer par un dîner inconfortable. Cela allait se terminer avec quelqu'un découvrant exactement ce que j'étais prête à faire pour protéger ce qui était à moi. J'ai demandé à Michel de me rencontrer seul, loin de la maison, loin des dîners soigneusement arrangés de Lydie, et de son habitude de diriger chaque conversation exactement où elle le voulait. Nous avons choisi un restaurant sur l'autoroute, le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle craquelé et du café qui était sur le réchaud depuis trop longtemps, et j'ai regardé mon frère glisser sur la banquette en face de moi. Avec l'air d'un homme qui n'avait pas bien dormi depuis des semaines. « Raconte-moi tout, ai-je dit. Pas ce que maman t'a dit de dire. Ce qui est réellement vrai. » Il a fait tourner sa tasse de café en cerclant avant de parler. L'entreprise de garage avait commencé comme un vrai projet, detailing, réparation mineure, le genre de choses pour lesquelles il avait été apprenti depuis ses 19 ans. Mais quelque part en cours de route, l'impatience et les mauvais conseils avaient transformé une modeste start-up en un trou dont il ne pouvait pas sortir seul. Du matériel financé à des taux désavantageux, un bail qu'il avait signé avant d'avoir les revenus pour le supporter. Des cartes de crédit utilisées pour combler des écarts qui ne cessaient de se creuser au lieu de se réduire. La banque ne veut pas de moi, a-t-il admis. Pas sans un garant. Mon crédit est fichu. Et Lydie m'a suggéré. Il n'a pas répondu tout de suite, ce qui était une réponse suffisante. Elle a dit que tu n'avais même pas besoin de me donner de l'argent réel. Juste mettre ton nom sur le prêt. Elle a dit que c'était la chose responsable à faire puisque je suis de la famille et que tu es, tu sais, stable. J'ai senti quelque chose durcir dans ma poitrine, calme et immédiat. Être stable ne signifie pas être légalement responsable, Michel. Je le sais, a-t-il dit. Et pour la première fois, j'ai entendu quelque chose de vrai dans sa voix, quelque chose qui n'était pas le script de Lydie. Je lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise de te le demander. Elle a dit qu'elle s'en occuperait. Il a levé les yeux vers moi alors, et j'ai vu le début de la compréhension poindre sur son visage. La même compréhension qui s'était construite en moi depuis que le service de lutte contre la fraude de la banque avait confirmé ce que je soupçonnais déjà. Elle a géré beaucoup de choses sans me dire toute la vérité, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu à cela. Je n'en avais pas besoin. Cette nuit-là, de retour à la maison, Lydie a fait sa proposition formellement, des papiers déjà imprimés et attendant sur la table de la cuisine comme si elle avait répété le moment.
Mon père était assis à côté d'elle, silencieux, comme il l'avait été au dîner 2 nuits auparavant. « Tu n'as même pas besoin de donner l'argent à Michel, » a dit Lydie, en glissant les papiers vers moi avec l'aisance exercée de quelqu'un qui croyait que la persistance finissait par user les gens. « Juste te porter garante. C'est tout. Ça protège tout le monde. » J'ai baissé les yeux sur les documents de prêt, sur le chiffre imprimé en bas, et j'ai fait le calcul dans ma tête, comme on m'avait appris à le faire avec tout ce qui portait mon nom. Si Michel manquait des paiements, et étant donné ce qu'il venait de me dire sur son crédit, ce n'était pas un petit risque, tout le poids de cette dette me reviendrait. Pas partiellement, entièrement. Mon crédit, mes actifs, mon avenir. Non, ai-je dit. La tête de mon père s'est relevée brusquement. C'est ton frère, Julie. Être sa sœur ne me rend pas légalement responsable de ses dettes, papa. J'ai gardé ma voix stable, bien que je sente le vieux courant de frustration courir en dessous. L'épuisement particulier d'expliquer quelque chose d'évident à des gens qui ne voulaient pas le comprendre. Si je me porte garante pour ça et qu'il ne peut pas payer, ce n'est pas un geste d'amour. C'est une obligation financière qui pourrait me suivre pendant des années. L'expression de Lydie a changé, le vernis se fissurant légèrement sur les bords. Ta mère l'aurait aidé, dit-elle, et la pièce est devenue très silencieuse. J'ai senti que celle-là atterrissait quelque part de profond, de vieux, mais je ne l'ai pas laissé paraître. N'utilise pas ma mère pour me mettre la pression, ai-je dit, chaque mot délibéré. Tu ne la connaissais pas. Tu n'as pas le droit de parler pour elle. La bouche de Lydie s'est pressée en une ligne mince, et un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait reculer. Au lieu de cela, elle s'est penchée légèrement en avant, et sa voix s'est abaissée en quelque chose de plus calme, presque doux, ce qui a en quelque sorte aggravé les choses. Tu ne sais même pas ce que ton père a sacrifié pour toi, Julie. Peut-être que tu devrais lui poser des questions à ce sujet avant de commencer à agir avec tant de certitude sur qui mérite ton aide. J'ai regardé mon père. Il ne regardait aucune de nous deux. Il regardait ses mains jointes sur la table comme s'il priait pour que la conversation se termine. Et quelque chose dans son immobilité m'a dit que ce n'était pas une menace en l'air. Il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de lourd. De quoi parle-t-elle, papa? Il n'a pas répondu. Lydie a rassemblé les papiers de prêt dans leur dossier avec des mains légèrement tremblantes et a dit d'une voix devenue cassante, demande-lui toi-même. Ce n'est pas ma place. Cette nuit-là, je suis resté de nouveau éveillé, fixant le plafond de la chambre d'amis, repassant chaque conversation que j'avais eue dans cette maison au cours des 2 derniers jours. Les questions de Lydie sur mes finances, la demande bancaire que je n'avais pas autorisée, les papiers de prêt et attendant comme si elle avait su exactement comment la conversation se déroulerait avant qu'elle ne commence. Et maintenant ceci, une référence à un sacrifice que mon père avait fait, lancé comme une arme destinée à m'adoucir avant d'être entièrement expliqué. Je ne savais pas encore ce qu'elle voulait dire. Mais j'en connaissais la forme, de la même manière que l'on sait que le temps va changer avant que le ciel ne change de couleur. Quelque chose dans le passé de ma famille avait été enterré, et Lydie venait de me dire, sans vraiment le vouloir, exactement où commencer à creuser. J'ai pensé à ma mère, décédée il y a 11 ans maintenant, et à la fiducie qu'elle m'avait laissée, de l'argent et des biens auxquels je n'avais jamais eu à beaucoup penser parce qu'ils avaient toujours été là, gérés discrètement par mon père depuis que j'étais une fille. Je n'avais pas examiné ces dossiers de près depuis des années. J'ai décidé, allongé là dans le noir, qu'il était temps de le faire. J'ai appelé l'ancien avocat de ma mère le lendemain matin, un homme nommé Walter Leclerc, qui s'était occupé de sa succession depuis avant que je ne puisse m'en souvenir et qui avait toujours exactement le même son de voix, prudent et précis comme il l'avait été quand j'avais 19 ans et que je signais des papiers que je comprenais à peine. Je lui ai demandé de tout sortir, chaque dossier, chaque relevé, chaque document lié à la fiducie que ma mère m'avait laissée. Il a dit que cela prendrait quelques jours. Je lui ai dit que j'attendrais. Pendant que j'attendais, j'ai réexaminé ce que j'avais déjà. Ma mère était décédée quand j'avais 20 ans, un cancer qui a progressé plus vite que quiconque ne s'y attendait, et dans la foulée, mon père avait pris en charge la gestion de la modeste fiducie qu'elle avait créée pour moi, le paiement d'une assurance vie, quelques économies. Une petite propriété du côté de sa famille. J'avais été trop jeune et trop en deuil pour y prêter une attention particulière à l'époque, et au moment où j'ai eu l'âge de comprendre correctement les finances, j'étais déjà à West Point, déjà en train de construire une vie qui ne m'obligeait pas à regarder en arrière. Maintenant, j'ai regardé, et ce que j'ai trouvé ne me convenait pas. Il y avait des lacunes,
Des périodes où les soldes des comptes chutaient sans explication claire, suivies de périodes plus lentes de ce qui ressemblait à un remboursement. Un refinancement de la maison de mon enfance, qui avait eu lieu l'année de mes 23 ans, déployé pour la première fois, trop loin et trop absorbé par la survie pour remarquer quoi que ce soit qui se passait à la maison. Mon nom ne figurait nulle part directement sur ce refinancement, mais le moment et les montants coïncidaient d'une manière qui me nouait l'estomac chaque fois que je le regardais. Ma première pensée a été laide, et je me suis permis de la ressasser juste le temps qu'il a fallu pour avoir honte de la rapidité avec laquelle j'y avais sauté. Il a pris mon argent. Il a utilisé ce que ma mère m'a laissé pour sauver sa propre maison. J'ai rappelé le clerc, des accusations à moitié formées déjà sur le bout de la langue, et il m'a arrêté avant que je ne puisse aller loin. Ne présumez pas de l'intention avant d'avoir les documents, Julie, a-t-il dit, sa voix calme de la manière que seules des décennies de pratique peuvent produire. Les chiffres vous disent ce qui s'est passé. Ils ne vous disent pas pourquoi. Donnez-moi encore quelques jours. C'était un conseil difficile à suivre. Je n'ai jamais été doué pour rester immobile dans l'incertitude. Ce n'est pas comme ça qu'on m'a formé, et ce n'est pas comme ça que je suis faite, mais je faisais confiance à Leclerc, et plus que cela, je pense qu'une partie de moi n'était pas encore prête à connaître la réponse avec certitude. Pendant que j'attendais, Michel a rappelé, et cette fois il y avait une pointe dans sa voix que je n'avais pas entendue auparavant. « J'ai besoin de te dire quelque chose, a-t-il dit. Maman a dit des choses aux gens. Elle a dit à mon propriétaire que tu allais m'aider à rattraper le bail de l'atelier. Elle a dit à sa sœur que tu avais déjà accepté le prêt. Il a fait une pause. Elle m'a dit il y a des jours que tu allais me donner l'argent, que c'était pratiquement réglé. Je n'ai jamais dit ça, Michel, pas une seule fois. Je le sais maintenant, a-t-il dit, et j'ai pu entendre quelque chose changer en lui, une loyauté qui avait été mal placée trouvant enfin sa cible correcte. Je pense qu'elle a dit aux gens ce qu'elle voulait être vrai au lieu de ce qui était réellement vrai. Je n'ai pas réalisé jusqu'où elle était allée jusqu'à ce que mon propriétaire appelle pour demander quand le paiement arriverait. J'ai fermé les yeux un instant, absorbant cela. Lydie n'avait pas seulement posé des questions. Elle avait construit un récit dans lequel mon aide était déjà une conclusion courue d'avance, préparant le terrain avec des gens en dehors de notre famille, de sorte que si je refusais, je passerais pour celle qui revenait sur sa parole au lieu de celle qui ne l'avait jamais donnée. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit, et je le pensais. Michel commençait à voir la femme que sa mère était réellement, pas celle qu'elle jouait au dîner, et cela n'a pas dû être facile pour lui. Leclerc a appelé 3 jours plus tard, et cette fois sa voix avait une qualité différente, mesurée mais avec une pointe de gravité authentique en dessous. J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir en personne, a-t-il dit. Ce n'est pas quelque chose que je veux expliquer par téléphone. Je me suis rendu à son bureau cet après-midi-là, et il a posé un seul document sur son bureau, un accord de refinancement datant d'il y a 11 ans, la signature de mon père en bas dans une écriture que j'ai reconnue instantanément. Ceci montre que votre père a eu accès à une partie de la valeur des biens associés à la fiducie lors d'un refinancement, a expliqué Leclerc, en tapotant la page. Le moment correspond à une période de difficultés financières importantes, des factures médicales de la maladie de votre mère, probablement d'après les dates. Cela ne prouve pas une intention de tromper. Beaucoup de gens dans sa situation auraient fait quelque chose de similaire sous une pression suffisante, mais cela confirme que les fonds ont été déplacés, et cela confirme qu'il ne vous l'a jamais divulgué. J'ai fixé la signature pendant un long moment. L'écriture soignée et familière de mon père, preuve d'une décision prise dans un moment de désespoir dont je n'avais pas connu l'existence plus d'une décennie auparavant alors que j'étais à l'étranger, apprenant à être le genre de personne qui ne s'effondre pas sous la pression. Il y a autre chose, a ajouté Leclerc, plus doucement maintenant. Le montant total a été largement remboursé au cours des années suivantes. Quiconque s'est occupé de ce remboursement a été constant à ce sujet. Mais il y a un ensemble de transactions plus récentes au cours des 2 dernières années qui ne correspond pas à ce schéma. Des signatures différentes sont impliquées dans les demandes d'autorisation. Je voudrais y regarder de plus près avant d'en dire plus. Des signatures différentes. J'ai immédiatement pensé à Lydie, à ses questions prudentes sur mes finances, aux papiers de prêt imprimés et prêts avant même que j'ai accepté de les regarder. Quoi que mon père ait fait il y a plus d'une décennie par chagrin et désespoir commençait à ne ressembler qu'à la moitié de l'histoire. Quelqu'un d'autre avait repris là où son ancienne erreur s'était arrêtée, et je commençais à comprendre que la vérité qui m'attendait n'allait pas être simple. Et elle n'allait nous laisser aucun de nous deux s'en tirer facilement. J'ai demandé à mon père de me rencontrer quelque part qui n'était pas la maison de Lydie.
quelque part où elle ne pourrait pas rôder dans la pièce voisine en faisant semblant de ne pas écouter. Il a suggéré le petit parc près de là où j'ai grandi, celui avec le banc surplombant les temps où il m'emmenait pêcher avant Lydie, avant Michel, avant tout ça. Je pense qu'il l'a choisi exprès. Je pense qu'une partie de lui espérait que l'endroit pourrait adoucir ce qu'il savait qui allait arriver. J'ai posé les documents sur le banc entre nous sans préambule. L'accord de refinancement, la chronologie que Leclerc avait établie, la lacune dans le remboursement lent et prudent qui a suivi. Mon père a regardé les papiers pendant un long moment, et j'ai vu quelque chose dans ses épaules céder comme un poids qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié qu'il était là. Je me noyais, Julie, a-t-il finalement dit, sa voix basse. Après la mort de ta mère, les factures médicales ne se sont pas arrêtées juste parce qu'elle était partie. J'avais peut-être 6 mois avant que la maison ne soit saisie. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Alors tu as utilisé ma fiducie. J'ai utilisé ce qui était disponible. Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit que je le rembourserais avant que tu n'aies jamais besoin de le savoir, et je l'ai remboursé, presque tout, au cours des 4 années suivantes. J'ai eu 2 emplois pendant un certain temps. J'ai vendu la voiture de ta mère. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour réparer ça avant que ça ne devienne un problème que tu aurais jamais apporté. Il m'a regardé alors, les yeux humides d'une manière que j'avais rarement vue chez lui. J'aurais dû te le dire. Je le sais. Je le sais depuis 11 ans. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Ma voix s'est légèrement brisée sur la question, la première fissure que je m'étais permise depuis que tout cela avait commencé. Parce que j'avais honte, a-t-il dit simplement. Parce que tu devenais cette femme incroyable et capable, et j'avais peur que si tu savais ce que j'avais fait, tu cesserais de me voir comme ton père et commencerais à me voir comme quelqu'un qui t'avait laissé tomber. Je me suis dit que le silence te protégeait. En réalité, je pense qu'il me protégeait juste moi. Je suis resté assise avec ça pendant un long moment, regardant une famille de canards traverser la surface immobile de l'étang. J'étais en colère et j'étais blessé. Et sous ces deux choses, il y avait quelque chose de plus compliqué, une sorte de sympathie douloureuse pour un homme qui avait perdu sa femme et presque perdu sa maison la même année terrible et qui avait fait un choix désespéré au lieu d'un choix criminel. Leclerc avait eu raison de ne pas me laisser supposer le pire. Ce n'était pas du vol. C'était le chagrin qui avait pris la forme d'un mauvais jugement. Je te pardonne pour cette partie, ai-je finalement dit, et j'ai regardé le soulagement le traverser comme de l'eau trouvant une fissure. Mais tu aurais dû me le dire il y a des années, avant que Lydie ne commence à poser des questions sur de l'argent qui appartenait autrefois à ma mère. Son visage a changé à cela, le soulagement remplacé par quelque chose de plus méfiant. Que veux-tu dire? Je lui ai parlé de la deuxième série de transactions, celle des 2 dernières années, celle avec des signatures différentes impliquées dans l'autorisation. J'ai regardé la couleur s'écouler lentement de son visage pendant que je parlais. Je l'ai regardé comprendre, peut-être pour la première fois, que son vieux secret n'était pas resté enterré. Il était devenu une porte que Lydie avait appris à franchir. Elle a posé des questions sur les bénéficiaires, n'est-ce pas, ai-je dit. Sur le testament, sur la maison. Il n'a pas répondu tout de suite, ce qui m'a tout dit. Elle a dit que c'était logique de mettre les choses à jour, a-t-il finalement admis, maintenant que nous sommes plus âgés, maintenant que Michel a ses propres besoins. Elle a mentionné d'ajuster les désignations de bénéficiaires sur quelques comptes, de restructurer une partie de la propriété. Il s'est passé une main sur le visage. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Cela semblait pratique. Papa, elle a discrètement déplacé des morceaux des finances de cette famille vers Michel pendant des mois, peut-être plus longtemps, en utilisant la même maison, les mêmes comptes que tu as touchés pendant ta pire année comme levier. Elle était au courant de l'ancien refinancement, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle voulait dire quand elle a dit que je ne savais pas ce que tu avais sacrifié pour moi. Son silence était une confirmation suffisante. J'ai senti quelque chose s'installer en moi alors, froid et clair, le calme particulier qui vient juste avant qu'une décision difficile ne se cristallise en une décision facile. Il ne s'agissait plus vraiment d'un prêt d'entreprise, ni même de l'ancienne erreur de mon père. Il s'agissait d'une femme qui avait trouvé une blessure dans cette famille et qui avait passé des années à y travailler tranquillement ses doigts, attendant le moment où elle s'ouvrirait assez grand pour qu'elle puisse entrer avec tout ce qu'elle voulait. J'ai assez ici pour lui rendre la situation très inconfortable, ai-je dit à mon père. Leclerc peut retracer chacune de ses transactions récentes. Je pourrais porter cela devant un avocat spécialisé dans les affaires financières concernant les personnes âgées, tout faire documenter,
en faire une question juridique au lieu d'une question familiale. Il a eu l'air effrayé par cela, le vieil instinct d'éviter les conflits se manifestant en lui-même maintenant. Julie. Je ne vais pas faire ça, ai-je dit, et j'ai vu une partie de la peur quitter son visage. Non pas parce qu'elle ne le mérite pas, mais parce que je ne veux pas transformer cette famille en spectacle de tribunal, et parce qu'une partie de cela est encore réparable si tu es enfin prêt à te tenir droit dans ta propre maison. J'ai rassemblé les papiers dans leur dossier. Mais je ne vais pas rester tranquillement assise pendant qu'elle continue de réarranger les choses dans ton dos, non plus. Je vais avoir le tableau complet. Chaque transaction, chaque signature, chaque demande, et ensuite je déciderai quoi en faire. Mon père a hoché la tête lentement, et pour la première fois depuis mon arrivée 4 jours plus tôt, j'ai vu quelque chose sur son visage qui ressemblait moins à de la peur et plus à de la résolution. « De quoi as-tu besoin de moi ?» a-t-il demandé. « La vérité, ai-je dit. Toute la vérité cette fois. Plus besoin de me protéger de choses que j'ai tout à fait le droit de savoir. » Il me l'a promis. Je voulais le croire. Mais j'avais appris suffisamment au cours des derniers jours pour savoir que les promesses dans cette maison avaient une façon de plier sous le poids de Lydie, et j'avais l'intention de m'assurer que cette fois, quoi qu'il arrive ensuite, la trace écrite tiendrait même si lui ne tenait pas. Je ne suis pas retourné à la maison en colère. Je suis retourné avec un plan, ce qui est une chose très différente, et qui m'a mieux servi à chaque moment difficile de ma vie que la colère ne l'a jamais fait. Leclerc et moi avons passé les jours suivants à construire un tableau complet. Il a sorti chaque demande d'autorisation liée au compte que mon père contrôlait encore nominalement de la fiducie originale de ma mère, en croisant les dates, les signatures et le langage spécifique utilisé dans chaque demande. Ce qui en est ressorti n'était ni chaotique ni imprudent. C'était méthodique. Quelqu'un avait fait de petits mouvements prudents sur environ 18 mois. Un changement de formulaire de bénéficiaire ici, une enquête sur les options de refinancement là, une demande de documentation sur un titre de propriété qui n'avait pas été touché depuis des années. Quiconque a fait cela est patient, m'a dit Leclerc, en glissant un dossier sur son bureau. Il n'essaie pas de tout prendre d'un coup. Il se positionne, prépare les choses pour agir rapidement une fois que l'occasion se présentera. Je n'avais pas besoin qu'il me dise qui. Je le savais déjà. Je n'ai pas confronté Lydie directement, pas encore. Ce n'est pas comme ça que l'on gère une personne qui a passé des années à perfectionner l'art de paraître raisonnable tout en faisant quelque chose de tout à fait déraisonnable. Au lieu de cela, Leclerc a rédigé une demande formelle de documentation, non accusatrice, non émotionnelle, simplement une série de questions précises sur des transactions et des demandes spécifiques faites au nom de mon père au cours des 2 années précédentes. Elle a été envoyée sous l'entête juridique de la fiducie, adressée aux institutions financières concernées avec des copies à mon père en tant que fiduciaire nominal. Lydie l'a découvert en moins d'une journée. Elle le faisait toujours. Elle m'a appelé ce soir-là et sa voix avait perdu toute sa chaleur prudente. Tu fais envoyer des lettres juridiques par des avocats sur les finances de notre famille. Comprends-tu l'image que cela donne, Julie? Utiliser tes relations dans l'armée pour intimider les gens. Mon uniforme n'a rien à voir avec ça, ai-je dit d'un ton égal. Je ne suis pas commandant en ce moment, Lydie. Je suis juste une femme qui pose des questions sur de l'argent qui appartenait autrefois à ma mère, en utilisant le même processus juridique que n'importe qui d'autre utiliserait. J'ai laissé cela en suspens un instant. Tu aurais pu répondre honnêtement à mes questions au dîner il y a 3 semaines. Tu as choisi de ne pas le faire. Voici ce qui se passe ensuite. Elle m'a raccroché au nez. C'était la première fois depuis des années que je l'entendais perdre complètement le contrôle d'une conversation, et je ne prétendrai pas que cela ne m'a pas donné l'impression que quelque chose se mettait en place. Michel m'a appelé le lendemain matin, et quelque chose dans sa voix m'a dit qu'il avait enfin eu la conversation avec sa mère qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Je lui ai demandé directement, a-t-il dit. Je lui ai demandé si elle s'attendait vraiment à ce que tu te portes garante de mon prêt en sachant ce que cela pourrait te coûter si je ne pouvais pas payer. Je lui ai demandé si c'était elle qui avait fait toutes ces demandes de renseignements comptables. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien, a-t-il dit. C'est ça le truc. Elle n'a pas répondu. Elle a pris cette expression sur son visage, celle qu'elle prend quand elle décide comment tourner quelque chose, et j'ai réalisé que je connaissais déjà la réponse avant qu'elle ne dise un mot. Il est resté silencieux un moment. Je suis désolé, Julie. Je l'ai laissé m'utiliser pendant longtemps sans poser assez de questions. Tu les poses maintenant, je lui ai dit. Ça compte.
Le plus grand changement, cependant, est venu de mon père, et il est venu sans que je le pousse. Il a appelé directement le bureau de Leclerc, quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 11 ans de gestion de cette fiducie, et a demandé à voir tous les documents relatifs aux récentes demandes d'autorisation. Leclerc lui a tout expliqué patiemment, de la même manière qu'il me l'avait expliqué des jours plus tôt. Mon père m'a dit plus tard que voir son propre nom sur des documents qu'il ne se souvenait pas d'avoir signés, à côté de notarisations qu'il ne se souvenait pas d'avoir demandées, a été le moment où quelque chose en lui s'est finalement durci en résolution au lieu d'évitement. Cette nuit-là, à la maison avec eux trois présents, mon père a dit un mot avant que Lydie ne puisse rediriger la conversation comme elle le faisait toujours. Ça suffit. La pièce est devenue silencieuse. Même Lydie, en plein milieu d'une phrase, s'est arrêtée. J'ai passé des années à laisser les choses glisser parce que c'était plus facile que de discuter, a-t-il dit, sa voix plus stable que je ne l'avais entendue depuis des jours. Je t'ai laissé gérer des choses auxquelles j'aurais dû prêter plus d'attention. Je t'ai laissé parler au nom de cette famille d'une manière que je n'aurais pas dû permettre. Ça s'arrête maintenant. Il a regardé Lydie directement, quelque chose dans sa posture que je n'avais pas vu chez lui depuis avant la mort de ma mère. Le sang-froid de Lydie s'est finalement fissuré, juste légèrement sur les bords. J'essayais seulement d'assurer quelque chose pour Michel, pour son avenir. Est-ce un crime? Ce n'est pas un crime de vouloir aider son fils, ai-je dit doucement. C'est un problème quand vous essayez de le faire en détournant discrètement de l'argent qui n'a jamais été à vous de diriger, et en faisant des promesses aux gens en utilisant mon nom sans jamais me le demander. Elle a regardé autour de la pièce Michel, qui ne voulait pas croiser son regard, mon père, se tenant plus droit qu'il ne l'avait fait depuis des années, moi, tenant un dossier plein de documentation qui rendait chacun de ses mouvements prudents visibles en noir et blanc. Quelque chose sur son visage a changé, le calcul cédant la place un instant à quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Si cette famille s'effondre, a-t-elle dit, sa voix tendue, ce sera parce que Julie a choisi l'argent plutôt que la famille. Je l'ai regardé un long moment avant de répondre, et quand je l'ai fait, ma voix était calme, le même calme que j'utilise quand une situation s'est déjà résolue et qu'il ne reste plus qu'à le dire à voix haute. Non, ai-je dit, vous avez choisi l'argent plutôt que la famille. Je suis juste celle qui l'a finalement remarqué. Ce qui s'est passé après cette nuit n'a pas été dramatique. Il n'y a pas eu de cris, pas de porte claquée, pas de scène digne d'une série télévisée de l'après-midi. La vérité s'est simplement installée dans la maison, comme la vérité le fait quand on lui permet enfin de respirer, tranquillement et complètement. Michel a été le premier à changer de cap. En une semaine, il s'est assis avec un conseiller en crédit de sa propre initiative, sans qu'on le lui demande, et a commencé à élaborer un vrai plan pour régler sa dette au lieu de chercher quelqu'un d'autre pour l'absorber. Il ne m'a plus demandé d'argent, pas une seule fois, et il n'en a pas eu besoin. Il m'a appelé quelques jours plus tard, sa voix plus stable que je ne l'avais entendue depuis des mois, pour me dire qu'il avait trouvé un local d'atelier plus petit qu'il pouvait réellement se permettre, un qui ne l'obligerait pas à s'appuyer sur qui que ce soit. J'aurais dû poser plus de questions dès le début, m'a-t-il dit, pas seulement sur l'argent, mais sur pourquoi maman insistait tant pour l'obtenir de toi spécifiquement. Tu les poses maintenant, ai-je dit à nouveau, parce que c'était toujours vrai et parce que je le disais comme un encouragement, pas une critique. Mon père a fait le travail plus difficile de défaire 11 ans de silence. Il a rencontré Leclerc 2 fois de plus, cette fois pour combler formellement l'écart entre ce qu'il devait à la fiducie et ce qui restait à payer, insistant sur des conditions de remboursement même si je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Il a dit qu'il avait besoin de le faire pour lui-même, pas pour moi, et j'ai compris cela d'une manière que je n'avais pas entièrement comprise auparavant, certaines dettes ne concernent pas du tout l'argent. Il a également fait restaurer les désignations de bénéficiaires à ce qu'elles étaient avant les ajustements discrets de Lydie, cette fois avec sa propre signature, faite en pleine conscience, sans personne derrière lui chuchotant quoi écrire. Lydie n'a pas disparu de la famille, et je ne m'y attendais jamais, mais quelque chose d'essentiel a changé dans cette maison. Elle a perdu l'autorité incontestée qu'elle avait construite au fil des années de manœuvres prudentes, la supposition qu'elle pouvait parler pour nous tous et que personne ne vérifierait les registres par la suite. Mon père a commencé à examiner lui-même les documents financiers au lieu de signer tout ce qui était placé devant lui. Michel a cessé de traiter ses demandes comme des instructions et a commencé à les traiter comme des opinions, pesées contre celles de tout le monde. J'ai entendu dire indirectement que les choses entre elle et mon père sont devenues tendues dans les mois qui ont suivi. Pas rompues, mais différentes. Le genre de différence qui se produit lorsque la confiance doit être reconstruite à partir de fondations beaucoup plus basses qu'au départ.
Je n'avais pas besoin qu'elle soit punie. J'avais seulement besoin qu'elle s'arrête. La dernière conversation qui a compté a eu lieu sur ce même banc près de l'étang des semaines plus tard, mon père et moi assis dans le genre de silence confortable que nous n'avions pas partagé depuis longtemps. Il m'avait demandé de venir, avait dit qu'il y avait quelque chose qu'il voulait dire sans public. « Peux-tu me pardonner ?» a-t-il finalement demandé, ne me regardant pas, regardant plutôt l'eau, comme il le faisait quand j'étais petite et qu'il ne savait pas comment dire quelque chose de difficile. J'y ai pensé honnêtement avant de répondre parce qu'il méritait l'honnêteté plus qu'il ne méritait le réconfort. J'ai pensé aux années de silence, à la peur qu'il avait motivée, à la façon dont le chagrin peut pousser de bons hommes à faire des choses qu'ils ne peuvent même pas s'expliquer plus tard. J'ai pensé à la façon dont il s'était finalement levé dans sa propre cuisine, devant la femme qu'il avait laissé diriger la maison pendant des années, et avait dit « ça suffit. Je peux te pardonner, papa », ai-je dit. Mais le pardon ne signifie pas te donner accès à mon argent. Ça ne signifie pas que les choses redeviennent exactement comme elles étaient. Ça signifie que je comprends pourquoi c'est arrivé, et je choisis de ne pas porter cette colère avec moi. C'est différent de prétendre que ce n'est pas arrivé du tout. Il a hoché la tête lentement, et j'ai regardé quelque chose s'installer en lui, quelque chose qui ressemblait à de la paix, ou du moins au début de celle-ci. Après un moment, il a demandé, plus doucement cette fois, presque comme s'il testait si l'ancienne version de la question de la table du dîner pouvait atterrir différemment maintenant, alors pourquoi l'armée te paie-t-elle ? J'ai souri, et pour la première fois depuis des semaines, c'est venu facilement. Pour mon service, papa, ai-je dit, pas pour le tien. Je me suis levé du banc, et il s'est levé avec moi, et nous sommes retournés ensemble vers le parking dans un silence qui semblait enfin gagner au lieu d'être évité. Je n'ai pas gagné parce que j'avais de l'argent, ou parce que je portais un uniforme, ou parce que je savais comment monter un dossier en béton contre les gens qui me sous-estimaient. J'ai gagné parce que j'ai finalement compris quelque chose qui m'a pris 31 ans et un dîner de famille très inconfortable à apprendre. Faire partie d'une famille donne à quelqu'un une place dans votre cœur. Cela ne lui donne pas la propriété de votre vie. Vous pouvez aimer les gens et maintenir quand même vos limites. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et refuser quand même de lui redonner les clés. Ces deux choses n'ont jamais été en conflit. J'avais juste besoin d'arrêter de croire qu'elle l'était. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de l'histoire de Julie, j'aimerais sincèrement savoir ce qui vous a marqué. Était-ce le moment où elle a finalement pris la parole à cette table de dîner ou la force tranquille qu'il a fallu à son père pour finalement dire ça suffit ? Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez ce soir. Cela signifie plus que vous ne le pensez d'avoir de vos nouvelles. Nous partageons des histoires comme celle-ci tous les jours. Alors, si celle-ci vous a ému, envisagez de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Continuons ce voyage ensemble.